général que l'on a tellement critiqué la gestion au sommet de l'État. Roger Dekiki, le GECAM dénonce l'inertie au sommet de l'État. Ils ont même évoqué quelques chiffres. L'année dernière, nous étions à 3,1% contre 3,4%. Cette année, nous sommes à 2025, 3,1% contre 3,4% en 2024, soit 2 fois moins que la Côte d'Ivoire. Le GECAM hausse le ton et condamne. Vous savez, parfait ici, moi j'aurais aimé voir un groupement d'entrepreneurs constitué d'industriels qui produisent réellement, pas d'importateurs. Le ministre Olanganao, là-bas ce sont les Bayam Salam. Les Olanganao, on les appelait Makil Boy, des Bayam Salam, comme vous avez dit. Vous savez, nous n'avons pas la mémoire courte, parce que j'ai travaillé sur ces problématiques-là pendant de très longues années. À l'époque, le président du GECAM, M. Tawamba, crée la pasta sur les ruines d'une entreprise italienne, à l'époque, là-bas à Bonaberi, Panzani. Et le mentor de ce monsieur-là, qui était ministre des Finances, avait mené alors une telle pression fiscale sur l'Italien, que l'Italien avait décidé de délocaliser et d'aller en Afrique à côté là. Je crois qu'il est parti dans les pays voisins. Et sur les ruines de Panzani, Pasta est né. Et Pasta né à l'époque, le conseiller technique du ministre des Finances s'appelait Mopa Fatouin. Et c'est celui-là qui négociait les exonérations fiscales sur le blé. Et curieusement, il était conseiller technique du ministre des Finances et en même temps conseiller économique du GECAM à l'époque. Donc, les pâtes en question sont nées sur les ruines d'une société étrangère frustrée et tuée par la pression fiscale. Mais depuis qu'on est là, on se serait attendu à ce que la pasta ait des plantations de manioc, des plantations pour fabriquer de la farine locale, pas des plantations, pas une industrie qui repose sur le blé importé. On aurait travaillé à avoir des plantations pour créer de la farine de substitution. Et quand des gens fonctionnent comme ça là, et viennent nous dire qu'on a un État en lambeaux, alors qu'eux-mêmes sont générés par ces mécanismes de pillage de l'État, d'importation massive au détriment d'une production agricole et donc des mécanismes pour mettre en place des industries locales, ils rament à contre-courant de tout ça et ils viennent me... Vous pensez donc que la parole du GECAM n'est plus crédible? Non. D'abord, je la bats en brèche tout de suite. Et je vais vous dire encore, vous savez, moi je ne fais que ça. Les enquêtes, y compris politiques et économiques. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'ai lu le document du GECAM. Il critique la qualité des routes. Il tape sévèrement sur le ministre en charge des routes. Ils sont revenus sur le secteur secondaire, tertiaire, la dette publique. Et pour eux, c'est un bilan relativement négatif. Alors, je vous sors le truc sous le chapeau. L'adversaire principal en ce moment de la pasta s'appelle Broly. La bataille a lieu entre eux parce que le patron des entrepreneurs soupçonne Broly d'être un fiel du patron des routes. Il y a une bataille entre les deux. Alors là, ce sont des avis. Hein? Oui, ce sont des avis. Maintenant, nous n'avons pas de preuves sur ce plateau. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que malheureusement, le Cameroun a contracté des dettes importantes chez Exim Bank India, banque de l'État indien, pour subventionner la mécanisation de l'agriculture. On a mis ici des usines de tracteurs mal ficelées. On a essayé de lancer la farine, le programme de reconversion économique de la banane plantain, pour substituer aux farines importées. Ça n'a pas marché. On a mis une usine de manioc. On a essayé de mettre une usine de manioc. Parce qu'avec le manioc, même les épluchures de manioc produisent de la farine.
Les épluchures, je ne vous parle pas du manioc lui-même. Et puis avec le manioc, vous avez de l'amidon, de la pâte à papier, des biocarburants, manioc prêt à être consommé, de mintumba, de miondo, et etc. Pour essayer de sécréter une production de ce que nous consommons au détriment des importations. Tout cela a été détruit. On est parti donc chez Exim Bank India. On a pris beaucoup d'argent. On s'est endetté pour mettre des barrages. Ils ont lancé des barrages sans outils de transport. Ils n'ont rien fait. Et donc, ils ont tué toute possibilité du Cameroun, pour le Cameroun de s'industrialiser. Et aujourd'hui, avec ces mêmes complicités, ils reviennent nous dire que c'est l'État qui marche sur la tête, alors qu'on a construit, on a mis en place tous les mécanismes pour que l'État en question ne soit pas capable de produire grâce à l'endettement qu'il a contracté à l'étranger. Voilà le problème. Moi, je n'inverse pas, c'est-à-dire je n'analyse pas les problèmes d'aujourd'hui sans questionner les choix d'hier. C'est compris. C'est un peu tout ça. Valère Bessal a pris la parole au moment où le GECAM fait cette autre sortie. Il faut dire que c'est pas la première fois que le GECAM critique de manière très acerbe le gouvernement de la République. Cette fois-ci, ils ont parlé d'un attentisme au sommet de l'État, et pour le GECAM, il y a des fortes répercussions au niveau du secteur économique. Non, mais il faut dire que c'est un rapport normal. C'est pas qu'ils ont entamé quelque chose de, je ne veux pas dire circonstanciel ou bien d'inhabituel. Le GECAM rend un rapport chaque année sur sa vision de la situation économique et aussi par extension de la situation commerciale du pays, puisqu'il s'agit de tout cela dans un grand ensemble. Et il ne me souvient pas quand même que ces 5 dernières années, le rapport du GECAM a été favorable à l'État du Cameroun, du moins à ceux qui gèrent. Donc, mais bon, on peut dire que pour cette année, et aussi l'année dernière, il a été ce rapport un peu plus virulent. Mais il tient aussi sur des éléments, des indicateurs palpables, parce que c'est pas des inventions. C'est pas des inventions. Ce que le GECAM sort comme élément, des chiffres, ce sont des chiffres vérifiables. Donc, sur l'apparent, on ne peut pas, moi je ne peux pas leur en tenir rigueur, puisque c'est le travail d'un groupement d'opérateurs économiques, ou d'une maison d'opérateurs économiques, comme ça se fait partout ailleurs. C'est leur travail de tirer la sonnette d'alarme, ça c'est clair, et de proposer des passerelles avec le gouvernement pour pouvoir ajuster et régler la situation en temps réel et en temps normal. Sauf que Valère, regardez la parole, selon Roger Kiek, ce dont il est question ici, le GECAM critique le gouvernement, critique cette économie qui n'est pas bonne, cette malgouvernance, mais Roger pense que le GECAM lui-même n'est pas exempt de tout reproche. Non, je suis d'abord sur l'élément, parce que si vous me laissez poursuivre, bon, non, ce sont ces éléments-là, ils sont dans leur rôle. Maintenant, pour rentrer dans l'analyse dans le fond, c'est de vous poser la question, est-ce que le chien qui pactise avec le brigand qui rentre dans la maison de son patron est encore crédible lorsqu'il aboie? Pas du tout. Très bien. Donc, je viens de résumer ce que Roger Kiek a dit. Et moi, je vais aller sur un autre pan. Je vais aller sur un autre pan. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils ont fait plusieurs fois? Ces gars-là venaient voir négocier pour voir le président de la République et obtenir des cadeaux fiscaux, des exonérations fiscales. Quelqu'un vient faire de la brasserie ici, là, il importe du maïs du Nigeria, il ne lance pas des plantations de maïs pour produire la bière qu'on boit localement, on lui donne des exonérations fiscales, et après ils vont s'asseoir pour faire un bilan annuel et critiquer la marche du pays. Valère reprend la parole. Alors le fond, j'ai dit l'apparent, maintenant le sous-jacent de ce rapport du GECAM est clair, pour ce qui peut voir et lire entre les lignes. 90% de ces gens que vous voyez, les grands opérateurs économiques, la plupart sont soit des prétendants de ceux qui dirigent et qui détournent et qui pillent tous les jours, soit tout simplement des gérants d'entreprises qui appartiennent en fait à ceux qui nous dirigent, soit tout simplement des partenaires d'affaires. Des partenaires d'affaires. C'est-à-dire que
vous allez vous rendre compte que la plupart des entreprises aujourd'hui, je suis bien dans la proportion de 90%, j'ai pas dit moins. Oui, tout à fait. J'ai pas dit moins, ça peut être plus, mais pas moins, monsieur Parfait, ici. Pas moins. Quand vous voyez aujourd'hui que l'on a avec par la CONAC, la NIF, on a vissé désormais les moyens de sortir de l'argent du pays, ainsi de suite, la bancarisation de l'argent dont on ne peut pas expliquer. Bref, le blanchiment est devenu compliqué. Ils ont aussi au niveau national travaillé les mécanismes de blanchiment de tous les sous qu'ils ont dans les maisons. Posez-vous bien des questions. Quand on vous dit qu'une ménagère a pris 400 millions à son patron dans un plafond ou dans un placard dans la maison, vous vous dites que cet argent fait comment? Alors, je vais donc vous dire que j'ai encore vu des images sur des entreprises qu'on va inaugurer, ainsi de suite, ça pilule partout, ainsi de suite. Regardez seulement, si vous voulez savoir, regardez seulement le parterre des invités, des apparatchiks, ce qu'il y a là. Vous comprenez? Parce que ça ne sait pas se cacher. Vous savez, des gens parfois, lorsqu'ils sont dans ces élans, surtout que le président est fini, excusez-moi, je sais que vous n'avez pas ce terme-là du tout. Ils s'affichent désormais et ils n'ont plus honte de quoi que ce soit. Donc, ce sont des partenaires d'affaires et des gérants. Tous ces gens que vous voyez là. Alors, je prends un simple cas, je prends un ou deux cas. Hein. Il a cité le blé. Comment expliquez-vous donc? Je réitère cette question. Que monsieur demande toutes les exonérations pour acheter du blé alors qu'il n'a jamais demandé un mètre carré de terrain pour cultiver le blé localement. Que lui va utiliser pour son entreprise. Comment pouvez-vous expliquer? Quand monsieur demande toutes les exonérations pour importer du poisson alors qu'il a des moyens suffisants pour pouvoir produire localement le poisson, soit dans des étangs naturels, les marécages, et ainsi de suite, soit non, même artificiellement, puisqu'il y a déjà des bacs, des grands bacs. Il préfère plutôt investir son argent dans les immeubles, les hôtels, ainsi de suite, et demander à l'État de supporter les subventions, du moins de subventionner son activité d'import-export. Je veux même vous dire encore une chose. Quand vous parlez du GICAM, laissons même ces deux-là, parce qu'on voit toujours le président du GICAM avec son blé et l'autre le poissonnier. Il y a même des entreprises de route. Est-ce que vous savez que dans ce pays, les entreprises que vous voyez là ronronner dans les rues là, sont des entreprises de blanchiment d'argent? Non, puisque sont membres du GICAM, donc de blanchiment d'argent. Comment ça se passe? Quand vous voyez, il a parlé de monsieur Route. Oui, monsieur des routes. Il y a aussi madame des routes dans les villes. Tout à fait. Est-ce que vous savez que les entreprises qui font les routes là, pour payer les bakchiches de ces ministres-là, déposent de l'argent directement dans leur compte à l'extérieur du pays? Est-ce que vous le savez? On a cité le nom de personnes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Est-ce que vous savez que ces entreprises, pour récompenser ces ministres-là, leur achètent des villas, construisent même des villas dans ce pays en leur nom? Est-ce que vous le savez? Je n'ai aucune preuve. Non, ça m'engage moi. Ça m'engage. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? S'il te plaît, oui. Le président est parti au Brésil avec Jérôme Vondor pour le cacao. Ils ont détourné tout ça. Mais maintenant, par derrière, ils soutiennent le blanchiment pour le cacao localement. C'est-à-dire ce que l'État ne peut pas faire, les privés vont le faire avec l'accompagnement des maillons de l'État. Est-ce que vous savez, je ne pose que des questions, est-ce que vous savez que même l'endettement du pays est devenu un business dans ce pays? C'est-à-dire que quand on vous dit que le président de la République, on a obtenu du président de la République l'autorisation de s'endetter, de signer un accord de prêt avec ceci. Est-ce que vous savez que ces gars du GICAM là qui mobilisent l'argent, ils poussent et puis ça produit des intérêts, on leur renvoie. Posez-vous la question, rien que cette année, notre ministre s'est endetté encore pour plus de 1000 et poussières de milliards. L'année dernière, il s'était endetté pour près de 3000 milliards. Posez-vous la question, l'argent a été remboursé comment? Pourquoi les mêmes créanciers reprennent encore le même argent et les lui renvoient? Posez-vous la question. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'on va désormais taxer le téléphone, on va désormais taxer ceci, on brutalise les Camerounais financièrement, mais en même temps on vous dit qu'on a pu rembourser un argent, en même seule année, les créanciers sont encore à même de nous donner encore plus de 1000 milliards cette année. Rien que pour les 3 premiers mois, parce que c'était des affaires qui s'est passées entre janvier et mars. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez? Parce que quand vous parlez des entreprises du GICAM, ne parlez pas seulement du privé. Il y a aussi les entreprises de l'État qui sont aussi là-bas. Est-ce que vous savez que même notre argent du pétrole est entre les mains des Libanais? Absolument.
Même de l'or. Des Libanais, c'est-à-dire que quand vous regardez aucune preuve. Oui. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, on vous dit que les Libanais tiennent tout le pays, la Côte d'Ivoire. Mais vous savez qu'au Cameroun, ils ont déjà les comptes du Cameroun, c'est-à-dire l'argent que le président Aïd avait dit pour la SNH, que je crée la SNH, je crée la Sonara, pour que lorsque le Cameroun aura des problèmes, c'est-à-dire l'impôt normal, la douane, ainsi de suite, qu'on puisse aller chercher cet argent dans la réserve et pouvoir adoucir les douleurs des Camerounais. Cet argent-là est entre les mains des Libanais. Parce que un monsieur est à la SNH, l'ami du président, il dort tranquillement chez lui. Il a confié cette entreprise à son épouse. Et le GCAM, c'est aussi une entreprise. On a créé un système qui est géré dans les Émiratis par un Libanais. Le GCAM voit. Je ne parle pas d'une situation comme celle-là. Nous avons des complicités qui sont établies. Donc je veux vous faire comprendre, monsieur Parfait, je sors par là. Oui. Pour vous dire que, dernière question. Est-ce que vous savez que l'endettement qu'a au Cameroun sur la reconstruction du nord-ouest et sud-ouest, aujourd'hui, piétine? Parce qu'effectivement, l'argent qui a été déboursé pour cela est en train d'être croqué par les gens qui sont dans cette affaire-là. Parce que celui qui est chargé de cette affaire-là est lui-même l'ami du ministre qu'il balade depuis ministre de l'économie, ministre des finances, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà le GCAM. Et les entreprises qui sont chargées justement de la reconstruction-là sont aussi les entreprises du GCAM. Et le GCAM voit... Membre du GCAM. Alors, quand vous devez nous poser une question, merci beaucoup de me laisser terminer. Quand vous devez nous poser... Ça fait 10 minutes. Nous sommes dans une affaire qui n'est pas compliquée. Nous sommes simplement dans une affaire de petits copains. C'est-à-dire qu'ils veulent juste enfumer le peuple camerounais avec des questions de rhétorique sur l'état du Cameroun, alors qu'eux-mêmes ils sont des fossoyeurs, des complices de ces fossoyeurs de notre économie, de l'état du Cameroun et de la douleur du peuple. Merci, professeur Mathias Eric Owenanguilis, et je m'en tiens à ce que les prédécesseurs viennent de relever sur le GCAM. On a peur de dire que le GCAM est une entreprise en réalité qu'il faut regarder et prendre avec beaucoup de pincettes. Ils sont des voyants. Merci de me donner la parole. Oui, le GCAM a tout à fait le droit de donner son appréciation de la régulation et de la gestion économique du Cameroun, mais encore, il convient que cette organisation, ce groupement, puisse lui-même se regarder en face. En réalité, il est l'un des problèmes qu'il y a dans cette régulation décidément de l'économie du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le problème fondamental du Cameroun, de ce point de vue, c'est la difficulté de passer d'une économie de rente à une économie de production. Ce sont des rentiers. Une économie de création de la valeur ajoutée. Des gens qui sont en réalité les bénéficiaires d'une telle économie de rente ne peuvent en réalité pas critiquer ce qui apparaît comme les déficiences d'un tel système. Ensuite, pour l'instant, au vu des orientations de ce groupement, il ne semble pas s'inscrire dans une logique d'internalisation. Or, c'est l'internalisation, c'est-à-dire la capacité à créer de la valeur ajoutée sur place, qui est l'élément fondamental. On se trouve encore dans le même type de complexe rentier qu'on voit par exemple à la FECAFOOT, où des gens utilisent des avantages relationnels. Encore? Bien sûr, c'est le même système. Ce qui se passe au GCAM, pour ramener encore ça à la FECAFOOT, vous ne pouvez pas prendre un autre exemple, professeur. Vous n'allez pas m'empêcher de prendre vos exemples qui essayent. On risque de dire que c'est un acharnement, professeur. Mais acharnement ou pas acharnement, je suis libre de prendre les exemples que je ne laisse je ne prends aucun autre exemple. Je dis de toutes les manières que c'est le même principe rentier. C'est-à-dire, des gens fonctionnent sur la base des réseaux de relations. Ils captent des rentes et en réalité, ils ne créent pas les conditions pour qu'on soit dans une dynamique de production. On fout, comme ici, dans l'économie. Parce qu'en réalité, un système rentier a une logique générale, une logique totale qui vaut dans toutes les sphères de l'existence,
Ne pensez pas que ça vaut seulement en économie, ça vaut dans toute la société. Or, nous avons besoin de groupements qui sont donc capables d'agir dans le sens d'une internalisation. Et cette internalisation-là ne va pas se limiter à une logique de substitution des importations. Ce n'est pas la logique pertinente. La logique pertinente, c'est la promotion des exportations. Mais évidemment, vous ne pouvez pas arriver à la promotion des exportations si vous n'avez pas créé suffisamment de valeur ajoutée. Hein? Comme vous ne pouvez pas faire du Cameroun un pays compétitif en football quand vous n'êtes pas capable de payer ce que vous devez au champion du Cameroun de l'année dernière, qui attend toujours qu'on lui paye. Nous parlons du GECAM, hein? Nous parlons du GECAM. Et là, je vais passer la parole à David du football camerounais. Non, pas du tout. David, je pense que David n'avait pas encore parlé. Non. Alors, David, climat des affaires. Climat des affaires. Le GECAM tire la sonnette d'alarme. Au-delà de tout, le GECAM n'est-il pas dans son droit? Oui, certainement, mais à la lumière de ce qui a été dit, je crois qu'il faut davantage travailler à moraliser la gouvernance des entreprises publiques et privées dans notre pays. Parce que quand on dit que notre pays est plongé dans une grosse incurie générale, en réalité c'est parce que la situation économique et financière, voire commerciale de notre pays va très mal. On vous parle quand même de près de 15 000 milliards de dettes. Mais cette dette-là, à quel moment on s'est endetté pour qu'on en soit là? C'est presque 47% du PIB. Donc le problème même en soi, ce n'est pas la dette, mais qu'est-ce qu'on fait de cette dette? Pour faire quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on fait de cette dette? Comment s'endette-t-on? Et pour faire quoi finalement avec cette dette-là? Parce que lorsque l'on jette un regard panoramique sur ce qui aurait pu effectivement permettre aux Camerounais de s'aérer un peu économiquement, l'on se demande finalement pourquoi on est allé s'endetter pour se retrouver au même statu quo. Je revenais de Berthois sur la route de Berthois il y a quelques jours, je suis encore tombé sur ces péages, je crois que vous étiez à Berthois il y a quelques temps. Tout à fait. Vous avez vu ce gros péage-là qui à chaque fois peut vous étonner. Pourquoi autant d'investissements pour laisser cela comme un éléphant blanc? Sur la route de Boulevard, je revois... C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Voilà. Partout. Qu'est-ce qui se passe après avoir injecté autant d'argent, autant de milliards, pour se retrouver là? Il y a manifestement un problème. Injecté des milliards professeur, vous êtes à mission là finalement. On a toujours vous n'allez pas me déstabiliser. Vous n'allez pas me déstabiliser. Et lorsqu'on a dit, je suis davantage, professeur, vous êtes à mission. Vous êtes à mission. Vous êtes à mission. Lorsque je l'ai dit, je suis davantage proche de la permettez à David de chuter 33 milliards à l'État. Vous vous rendez compte? 42 milliards. Voilà. Et donc, lorsque je l'ai dit, je suis davantage proche de la thèse développée par Bessala tout à l'heure, qui rappelait qu'il y a des complicités finalement entre ces gens-là et des décideurs qui finissent par rouler le petit peuple dans la farine. Je me rappelle, pour sortir comme on n'a plus de temps, c'est une anecdote pour aller dans le registre de Roger Kiek. Vous n'allez pas me distraire. Pour aller dans le registre des anecdotes de Roger Kiek, c'est un ancien ministre d'État, secrétaire général, qui me racontait cette anecdote-là. C'est des investisseurs qui arrivent au Cameroun et qui ont tous les quitus et on leur demande d'aller signer un certain nombre de MOU avec les ministres de tutelle, les ministres du secteur. Et pendant qu'ils parlent, ils expliquent les grands projets, ils expliquent comment le Cameroun allait justement impacter ce secteur-là avec des machines qui étaient entrées, etc. Le ministre qui les écoutait attentivement a simplement posé une seule question. Combien allez-vous dépenser pour tout ceci? Ils ont donné le capital qu'ils avaient injecté pour cette affaire-là. Et il a pris sa calculette et il a frappé un chiffre et il leur a remis. Et en réalité, leur disait c'est qu'il doivent verser dans son compte. Si ça part. Oui. Donc il a compté la calculette. Non, c'est un ministre d'État, ancien secrétaire, qui m'a raconté cette anecdote. Et il m'a donné le nom, puisqu'après, l'information va remonter auprès du président, qui va simplement virer ces ministres-là. C'est-à-dire qu'il avait donné la calculette et il a inscrit sur un bout de papier son numéro de compte bancaire, il a remis aux investisseurs. Et eux, étonnés, ils demandaient mais qu'est-ce qu'on fait avec? Il a dit mais oui, sur la base de ce capital, virer ce montant dans ma compte. Donc je rejoins suffisamment ce que Valère disait tout à l'heure, pour dire qu'en réalité c'est tout ça qui
plombe notre pays. C'est-à-dire qu'à la place des hommes d'État, nous avons en réalité des hommes d'affaires, quoi, qui se soucient davantage d'eux-mêmes, de leur lendemain. Et cela vient encore se conforter dans cette conjoncture incertaine, où chacun se bat. Le président n'est plus là, est-ce qu'il est là, est-ce que je serai repris à mon poste, ainsi de suite. Donc, ça crée donc cette atmosphère qui fait que vous n'allez pas en vouloir forcément aux JICAM qui, eux également là-bas, essayent justement de siphonner les caisses avec leurs complices dans certains ministères stratégiques pour nous mettre en difficulté. Mais dans tout ça, ceux qui en pâtissent et qui tirent le diable à la queue au quotidien, c'est le petit peuple qui se demande finalement à la radio tous les jours, tous les chiffres qu'on nous donne. On s'est endetté, finalement ça va où et qu'est-ce que nous deviendrons quand ils ne seront plus là, quand il viendra le moment de rembourser ces dettes-là. Merci. Professeur Edmond Bilois, vous qui êtes donc communicant du RDPC, naturellement donc fidèle militant de ce même parti politique au Cameroun, lorsque vous entendez quand même que ce GECAM est de temps en temps en rapport entre guillemets incestueux avec le gouvernement de la République, vous dites quand même que le RDPC n'a pas suffisamment travaillé pour que nous nous éloignions de ce genre de comportement. Bon, presque dans tous les pays du monde, les milieux d'affaires entretiennent des relations avec le pouvoir. Comparaison chez vous et donc raison. Voilà, et donc maintenant, je note que les 2 derniers rapports du GICAM relèvent des tares qui avaient déjà été dénoncés par le président Biya il y a quelques années. Le président s'était plaint de l'inertie. Est-ce que le tout est de dénoncer non, je vais laissez-moi développer mon argumentation jusqu'à la fin. Et on voit très bien que le GICAM lui-même, il fait partie de cette inertie. Parce que pour que l'économie du Cameroun se porte bien, Mathias et Valère Bessala ont effleuré la question aussi, il faut que le Cameroun équilibre sa balance commerciale. Pour équilibrer la balance commerciale, il faut exporter plus qu'on importe. Qui doit faire en sorte que nous exportions plus? Quoi? Nous devons exporter beaucoup de ce que nous faisons, nous produisons, et nous pouvons le transformer d'abord sur place. Donc, on voit très bien que le GICAM n'impulse ni la transformation des produits locaux, ni même la production des produits locaux, avec la complicité du régime, ni l'exportation des produits locaux, bien entendu. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de relations incestueuses entre les milieux d'affaires et les gouvernements. Et donc, pour qu'un pays se développe, il faut que le pays s'industrialise. Qui va industrialiser le pays? Ce sont les milieux d'affaires. Et les gouvernants, c'est vrai que sont davantage du RDPC. Les gouvernants peuvent aider à industrialiser le pays, mais les vrais acteurs de l'industrialisation, ce sont les milieux d'affaires. Pour le cas du Cameroun, nous sommes membres du RDPC. Ce qui veut dire qu'en fait, quand le GICAM se plaint, on est même surpris que le GICAM se plaigne ouvertement, puisque le GICAM est tout le temps en réunion avec les gouvernants. Et avec le RDPC. Puisqu'on voit à la télé que le ministre des Finances est allé rencontrer le GICAM à Douala, le MINEPAT est allé rencontrer le GICAM à Douala, le ministre du Commerce est allé rencontrer le GICAM à Douala. Donc ils sont tout le temps en réunion. Mais on ne se comprend pas pourquoi, au lieu de régler ces problèmes à l'interne, le GICAM décide de mettre ça à la place publique. Mais c'est aussi bien. Ça permet aux populations du Cameroun d'être informées de la manière dont le pays est géré. Et donc, en réalité, le GICAM a une très grande part de responsabilité. En complicité avec le régime. Dans la manière dont les affaires économiques sont traitées au Cameroun. Très bien. Et si le Cameroun ne s'industrialise pas, c'est la faute des gouvernants comme c'est la faute du GICAM. Très bien. Merci. Excellente conclusion d'un membre du RDPC. Hein. On ne peut jamais partager le tort. Mais comment ça on peut partager le tort? Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. S'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Nous allons dire merci. Nous allons dire merci.